bienvenue dans cette nouvelle vidéo de première. Aujourd'hui, on va voir la métropolisation et ses effets en France. En 2024, Paris accueillera pour la 3e fois les Jeux Olympiques et beaucoup dénoncent les aménagements réalisés en vue de l'événement. Pourtant, ceux-ci s'inscrivent dans des recompositions urbaines bien plus larges. Comme toutes les métropoles, en effet, Paris change constamment, et derrière la capitale, les autres espaces urbains français se recomposent aussi pour faire face aux défis multiples auxquels ils sont soumis. Notre problématique est donc très simple, comment la métropolisation recompose-t-elle les espaces urbains français? Premier point, on va voir comment Paris, ville globale, voit son poids encore renforcé dans la mondialisation et les nouvelles dynamiques qu'elle connaît. Vous le savez, Paris est donc une des 4 villes globales et surtout la seule du territoire français. Avec une aire urbaine de 12,5 millions d'habitants, elle concentre 19% de la population nationale. Alors pourquoi? Cela s'explique avant tout par l'histoire. Siège du pouvoir politique depuis au moins le XIIe siècle, le réseau de transport français est organisé en étoile autour de la ville lumière. Roissy-Charles de Gaulle est ainsi le 2e aéroport européen et la capitale polarise 600 TGV au quotidien, ce qui fait donc 500 millions de passagers par an. C'est pas mal. Alors petite précision importante, on va parler très souvent de l'Île-de-France quand on parle de Paris, parce qu'en fait l'aire urbaine de Paris correspond grosso modo à l'Île-de-France. Donc l'Île-de-France concentre 31% du PIB du pays, un quart des importations nationales, 90% des sièges sociaux des banques, le quartier d'affaires de Paris, à savoir la Défense, accueille lui les sièges sociaux de 39 des 500 premières FTN, les firmes transnationales mondiales, ce qui fait donc de Paris en fait un concurrent très sérieux à la City, la première place financière au monde. Paris, c'est donc non seulement un pôle économique et financier, mais c'est aussi en fait un pôle technologique et de recherche majeur, comme on le voit à peu près sur cette carte. 40% des chercheurs français travaillent dans l'aire urbaine, et on y trouve 25% des écoles d'ingénieurs françaises. Et il y a aussi les 2 premières universités françaises, Paris-Saclay et Paris-Sorbonne. Enfin, Paris est la capitale mondiale du luxe, de la culture et du tourisme, aussi bien de loisirs que d'affaires. Paris a ainsi accueilli 22,6 millions de visiteurs en 2001, alors que la ville se remettait encore du Covid. La ville aussi est siège de l'UNESCO et accueille des événements internationaux très importants. Alors la finale de la Coupe du Monde de 98, c'est un peu vieux, mais aussi celle de la Coupe d'Europe de foot en 2016, ou encore, on l'a déjà dit, les Jeux Olympiques en 2024. Paris tend donc à écraser encore le territoire français et en particulier les villes à proximité. Avec une aire d'influence qu'on voit ici, qui recouvre grosso modo la moitié nord du pays, le phénomène centre-périphérie, entraîné par ce qu'on appelle la macrocéphalie parisienne, la trop grande importance de la ville de Paris à l'échelle du territoire, ce phénomène a toujours structuré en fait le territoire français et il reste valable, aggravé par un rayonnement qui dépasse aujourd'hui très très largement nos frontières. Alors cette métropole parisienne n'est pas figée et connaît en fait de nombreuses dynamiques. La première à souligner est son polycentrisme, avec un territoire de 12 000 km². Si l'Île-de-France est, on l'a dit, centrée autour de Paris, il y a aussi d'autres centres qui ont émergé. Le quartier d'affaires se trouve à la Défense. Saclay concentre les hautes technologies. Villejuif les technologies de la santé. Et la plaine Saint-Denis voit se développer l'industrie du numérique. Tandis que Roissy, là où se trouve l'aéroport Charles de Gaulle, est devenu une plateforme logistique majeure. Et Marne-la-Vallée, enfin, une centralité touristique depuis la création de Disneyland Paris. Afin de mieux gérer ce territoire étendu et de mieux répondre aux attentes de ses habitants, la métropole du Grand Paris a vu le jour en 2016. Regroupant 131 communes et 7,2 millions d'habitants aujourd'hui, cette nouvelle structure a pour projet de créer un pôle économique cohérent et surtout d'améliorer l'offre de transport. Ce projet doit ainsi voir la création de 200 km de nouvelles lignes de métro, ce qu'on appelle le Grand Paris Express, qui est un enjeu essentiel quand on sait qu'aujourd'hui 75% des déplacements se font de banlieue à banlieue et non plus seulement en direction de la ville-centre. Cette politique s'inscrit également dans les transformations urbaines impulsées par l'accueil des Jeux Olympiques en 2024. À côté de ces dynamiques plutôt positives, l'aire urbaine parisienne connaît un solde migratoire négatif. Si elle attire des jeunes en recherche d'emploi, les familles et les retraités tendent à quitter une ville dénoncée comme trop dense et trop chère.
La ville connaît en effet de très fortes inégalités socio-spatiales et les populations les plus pauvres se retrouvent rejetées de Paris intramuros. Comme la plupart des métropoles, Paris connaît en effet un phénomène de gentrification important dans ses anciens quartiers populaires, que ce soit les quartiers Est ou les anciennes banlieues rouges, ce qui entraîne une fuite des catégories les plus pauvres dans la périphérie, c'est ce qu'on a vu auparavant, ce qui renforce en fait la ghettoisation de certains quartiers en banlieue, comme Sarcelles ou à Évry, Sevran, et qui aggrave encore la fragmentation socio-spatiale de l'agglomération. Enfin, comme de nombreuses métropoles touristiques, Paris souffre de la multiplication des logements en Airbnb, alors même que la ville fait face à une crise du logement. Alors, on a vu que la ville de Paris tendait à écraser un petit peu le territoire français, on a parlé de macrocéphalie parisienne, et on a longtemps parlé de Paris et le désert français, alors ça a toujours été faux, mais il y avait cette vision d'une ville qui écrase tout le territoire. Aujourd'hui, heureusement, il y a d'autres métropoles qui émergent et qui ont émergé, et donc on peut parler, comme Philippe Subra, d'un système macrocéphale tempéré, qu'on va essayer de détailler dans la partie suivante. Deuxième partie, donc sur le poids croissant des métropoles, ou en tout cas sur la multiplication du nombre de métropoles en France. Premier point à avoir en tête, c'est que la France fait partie des pays les plus anciennement urbanisés grâce à une industrialisation précoce. Aujourd'hui, 75% de la population française vit en ville et 9 Français sur 10 dans une aire urbaine. Les Français sont donc avant tout des urbains, et avec la mondialisation qui renforce la concurrence entre les territoires, la France connaît une accélération de sa métropolisation. Alors, les métropoles ont des atouts importants qui vont expliquer leur croissance. Elles peuvent être accessibles, avoir une main-d'œuvre qualifiée, avoir un marché d'emploi et de consommation très important, proposer des structures de recherche et des formations de qualité, un cadre de vie agréable et une vie culturelle dense. Ça compte. Ces aires urbaines sont interconnectées, fonctionnent en réseau et forment de véritables systèmes urbains régionaux qui s'alimentent mutuellement. Néanmoins, tandis que certaines métropoles régionales tentent à rééquilibrer le territoire, certains espaces, eux, sont en déclin. On va voir d'abord les métropoles régionales qui, elles, ont su s'affirmer. Alors dès les années 60, l'État a tenté de réaménager le territoire national en créant des métropoles d'équilibre, Lille, Lyon, Toulouse, Marseille, Bordeaux, Nantes, Nancy, Metz et Strasbourg, qui ont bénéficié d'un redéploiement d'activités et ont connu une croissance démographique importante. Ce sont, si on regarde le graphique ici, en fait les plus grandes métropoles françaises après Paris. En 2014, la loi MAPTAM permet d'octroyer le statut de métropole aux villes les plus développées. Ce statut leur confère plus d'autonomie et de nouvelles compétences. Si les seules anciennes métropoles d'équilibre l'avaient reçu à l'origine, 22 villes sont désormais métropoles, concentrant les activités de haut niveau et une population importante. On parle de près de 3 millions de personnes dans l'aire urbaine de Lyon et 1,8 million à Marseille. Ces villes connaissent ainsi des transformations importantes pour accroître leur attractivité, en particulier la rénovation et la réhabilitation de quartiers entiers comme à Marseille avec le projet Euroméditerranée, ou encore la confluence à Lyon qui vient remplacer l'ancien port de la ville. La plupart de ces villes sont néanmoins des métropoles incomplètes. Si certaines sont des métropoles européennes comme Lyon et Lille qui possèdent des quartiers d'affaires importants, La Part-Dieu, Euralille, ou encore des aéroports internationaux, ce sont plutôt des métropoles régionales comme Grenoble, Toulouse, ou encore Nice, qui sont des technopoles. Il y a Sophia Antipolis à Nice, Aerospace Valley à Toulouse et le quartier Giant à Grenoble, et ces villes sont reliées par le TGV au reste du territoire. Ces métropoles connaissent aussi des trajectoires inégales. Si les villes du sud et de l'ouest bénéficient d'une croissance démographique soutenue, renforcée par l'héliotropisme, c'est l'appel du soleil ça, et la littoralisation, les villes du nord et de l'est attirent moins, avec un climat moins favorable. La pluie, le schnorr, aucun cliché bien sûr. Tout comme les villes des Drômes, départements et régions d'outre-mer, qui souffrent, elles, de leur isolement et de ce qu'on appelle l'illéité.